Alors, on a vu les 4 premières méthodes pour tonifier son plan marketing et sa stratégie marketing B2B. C'était le marketing comportemental, le profiling et pensée multicanaux de vente et de communication. Maintenant, on va passer aux autres outils. La méthode numéro 4, c'est la charte graphique. La charte graphique, c'est pour une marque tout simplement ce qu'est un vêtement pour une personne. C'est-à-dire qu'il faut en changer régulièrement, sinon on va être has-been. C'est un petit peu un relooking pour une nouvelle vie. Tout est magnifique, ma chérie. Voilà, Christina Cordula. Tout simplement, et on peut avec peu de choses rendre une personne qui a un look geek en quelqu'un qui est magnifique. Tout simplement ici, si vous allez sur l'article, vous verrez un relooking d'une personne entre le look geek et le look, allez, on va dire chic, sans trop smart chic, on va dire smart chic. Donc en fait, c'est pour vous dire que comme dans les vêtements, il y a des modes et on arrive facilement à devenir ringard si on ne sait pas rester au goût du jour. Moi, à chaque fois en fait que j'ai une nouvelle mission, un nouvel employeur, etc., etc., systématiquement, je me rachète un costume parce que au bout d'un moment, forcément, les modes passent, les coupes passent, les chemises en fait bien un petit peu usées, etc. Donc il faut se remettre un petit peu au goût du jour. Puis quelque part, changer en fait sa chemise, changer sa tenue, ça permet de se redonner un petit peu un coup de jeune, un coup de boost, et on tourne la page et on fait autre chose. Et quelque part pour une organisation, c'est la même chose. Ça permet en fait de pouvoir redonner un nouveau souffle et dire ok, on a changé, c'était l'ancienne charte graphique, maintenant c'est la nouveauté, etc. Ça permet aussi de remettre en cause les habitudes, les outils marketing, de donner un petit coup de jeune, un petit coup de boost à sa présence sur les médias sociaux, sur le site internet, etc., etc. Donc la charte graphique, ça coûte cher, ça peut, moi j'y reviendrai juste après, mais en tout cas c'est vraiment intéressant. Alors l'important par contre, c'est de garder les valeurs fondamentales de la marque afin de ne pas perdre les clients. Ça c'est important parce que on a généralement une identité, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et changer de tout au tout qui va perdre des clients, qui va les désorienter, qui va savoir mais qui c'est cette entreprise, qu'est-ce qui a bougé, c'est pas tout à fait pourquoi j'avais acheté le produit, etc., etc. Alors par exemple en matière de design, c'est le flat design qui est un petit peu à la mode, le logo Google, le logo Windows, le logo Skype, tout cela est revenu en fait au goût du jour. Après la transparence, les effets miroirs, glossy, qui étaient initiés par Apple il y a quelques années, maintenant c'est quelque chose qui est beaucoup plus plat, beaucoup plus sobre, qui est vraiment devenu au goût du jour. L'autre tendance également qu'on voit beaucoup, c'est mettre de l'image, c'est-à-dire qu'on va pas forcément mettre des images de banque d'images où on voit toujours ces mecs qu'on a vu 50 000 fois qui ont l'air de mannequins qui sont sortis d'un magazine ou qu'on a vu 50 000 fois dans différentes publicités. Le but c'est d'avoir des photos de gens qui sont vrais, qui c'est pas des trucs qui vont sonner faux. Donc on va prendre des vraies photos, surtout que maintenant dans la plupart des entreprises il y a toujours un passionné de photos qui a un appareil photo réflexe de qualité, donc on arrive à faire des trucs un petit peu sympas. L'humanisation passe également par le storytelling, c'est-à-dire mettre de l'émotion autour de la marque et rendre un discours commercial plus mémorable. Moi je dis toujours, quand je fais moi une sortie de produit, quand je crée un nouveau produit, je fais une storytelling, et donc le storytelling, qu'est-ce que je fais? Tout simplement je me mets dans la peau du client et puis je raconte son histoire. Et tout de suite quand on raconte une histoire, c'est beaucoup plus simple parce qu'on sait ce qui se passe, etc., etc. Donc ça c'est vraiment essentiel. Donc à l'opposé de tout ce qui est réalisme, on peut également se lancer sur tout ce qui est les animations de type dessin animé. Alors c'était la grande mode il y a quelques années, ça reste encore très intéressant maintenant. Au début c'était vraiment novateur parce que c'était original, nouveau, et c'était fun, éducatif. Maintenant ça l'est un petit peu moins, mais ça reste toujours important pour surtout expliquer des concepts qui peuvent être compliqués, qui peuvent être un petit peu stressants, de manière un peu plus fun, un peu plus ludique, et surtout les rendre beaucoup plus compréhensibles pour éviter le jargon. Donc l'explication type dessin animé permet de ne pas montrer des produits complexes, permet d'apprendre des concepts qui ne sont pas forcément évidents pour tout le monde, et permet de démocratiser des concepts et rendre une image de marque beaucoup plus sympa, beaucoup plus proche. Donc moi je l'ai fait il n'y a pas très longtemps sur une marque de CRM encore, et c'était vraiment quelque chose qui nous a permis d'être différents sur le marché. Voilà.
Alors la méthode numéro 5, c'est également mesurer les performances et maîtriser l'analytics. Un des problèmes en fait majeurs dans le B2B, c'est généralement on fait un petit peu comme avant. On fait des actions, on fait du AdWords, on fait ceci, on fait cela, puis on ne sait pas un petit peu qu'est-ce que ça donne, quels sont les résultats. C'est super important de savoir quels vont être véritablement les effets. Moi de mon côté, pendant longtemps j'ai utilisé Google Analytics, qui est assez sympa, mais faut être honnête, c'est très complexe, c'est pas simple du tout pour savoir ce qui se passe quand on veut faire des actions simples. Moi, par exemple, à certains moments, je voulais me dire, bah, tiens, je mets en place des séries d'images. Hein, vous pourrez regarder sur mon compte LinkedIn. J'ai créé en fait des images spécialement sur la thématique du service client, puisqu'en fait, j'ai un focus là-dessus depuis quelques temps. Voilà, alors ça c'est pas moi qui les ai faites, c'est celle-là par exemple, celle-ci. Donc j'ai fait créer ces images directement, j'ai fait créer également celle-ci, donc j'ai fait créer également celle-là, donc j'ai fait créer quelques images sur mesure sur quelques problématiques spécifiques, et ce qui m'intéressait c'est de savoir, ok, est-ce que c'est rentable ou pas d'avoir fait créer cette petite dizaine d'images. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que l'effort que j'ai passé à créer tous ces contenus-là vont être rentables ou pas? Donc en fait, le but c'est de savoir ça. Est-ce que quand j'ai investi là-dedans, 1000 euros ou 500 euros, etc., combien ça me rapporte? Et donc tout simplement, moi j'utilise plusieurs solutions. Une des premières en fait ici que j'utilise c'est ClickMeter. Donc c'est une solution qui est assez sympa et qui est simple d'utilisation et qui permet en fait de pouvoir analyser ici, selon vos campagnes, le nombre de clics qui ont été effectués, la conversion, etc., etc. Alors en complément de cela, j'utilise aussi un autre outil qui s'appelle Link Tracker, qui est un petit peu moins connu que ClickMeter, mais j'aime beaucoup en fait Link Tracker parce que le suivi des conversions est un peu plus efficace. Voilà. Donc vous pourrez regarder ça tranquillou. Je vous laisse regarder entre ici ClickMeter et Tracker, Link Tracker, qui sont deux outils très sympas que j'utilise et qui permettent justement de savoir selon la newsletter, selon un post sur les médias sociaux. Par exemple, moi c'est ce que je fais, les images, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai fait un lien de tracking spécial pour LinkedIn, un lien de tracking spécial sur Twitter, un lien de tracking spécial sur Facebook, et je sais combien j'ai de clics par chacun de ces canaux pour cette image-là, et je sais après combien j'ai obtenu de prospects ou généré de ventes. Donc c'est vraiment intéressant, comme ça permet de savoir si ce qu'on fait d'habitude, ma buzz checklist comme je dis, est utile ou pas, et si c'est rentable ou pas. Donc en fait, il faut véritablement aussi poursuivre l'analyse avec la base de données. Il y a certaines solutions qui sont vraiment très sympas. Moi, j'ai utilisé pendant un petit moment ClickSense. C'est des outils qui permettent, par exemple, ici de voir, c'est un graphique qui a l'air de rien, mais qui permet ici d'avoir une répartition de ses clients selon en fait tout simplement le chiffre d'affaires réalisé et tout simplement le forecast effectué. C'est-à-dire voilà, on a des clients avec lesquels on fait beaucoup de chiffre d'affaires, d'autres qu'on n'en fait pas beaucoup en prévision. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là qui sont plutôt en régression, est-ce qu'on peut les faire monter par là ou les faire monter par là ou les faire monter par là? Donc en fait, on peut analyser son portefeuille de manière vraiment simple avec un outil, là c'était Effici CRM. On peut analyser directement ses performances. On peut le faire donc ici pour des produits, pour des clients, mais également pour ses commerciaux. Voilà. Ici, par exemple, là, c'était tiens, les commerciaux justement. On voit ici les commerciaux qui arrivent ici à faire beaucoup de chiffre d'affaires, d'autres qui ont un pipe important. Puis on voit ceux ici qui sont un petit peu en marge de performance, d'autres qui sont plutôt là. Donc en fait ici on peut voir immédiatement et visuellement qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas. Et bien entendu, on va pouvoir également analyser les surperformances, sous-performances par type de produit. Par exemple, un commercial qui va vendre beaucoup de l'ancien produit, mais pas beaucoup du nouveau produit. Un commercial qui va vendre beaucoup de services et l'autre qui va vendre moins de services. Un qui va avoir du mal à vendre des garanties supplémentaires et l'autre qui aura au contraire énormément de facilité. Donc ça permet de coacher ses commerciaux et savoir comment on va pouvoir orienter la vente, comment on va pouvoir orienter le coaching. Voilà. Alors méthode numéro 6, c'est le relationnel. On a parlé pas mal de logiciels, de suivi, etc. Mais vraiment,
dans un monde numérique, on voit que les rencontres physiques sont vraiment importantes. Moi, je sais qu'il y a pas mal de marques, comme par exemple Aressi, comme l'IP Tracking, GetPlus, etc., qui font pas mal de petits événements très qualitatifs avec quelques dizaines voire quelques centaines de personnes. Là par exemple c'était le 7 juillet dernier, le B2B Summit, réservé vraiment aux entreprises avec des ateliers à forte valeur ajoutée, avec des événements VIP, etc., etc. Donc en fait ça permet de faire la différence parce que vous allez faire venir dans un petit déjeuner, dans une journée, etc., peu de personnes, mais des gens hyper ciblés, hyper intéressantes, et vous allez avoir 100% de leur attention. Alors bien entendu, il faut que ça soit qualitatif, il ne faut pas que ça soit une démo de vos produits, il faut qu'ils apportent quelque chose, il faut que le lieu soit intéressant, il faut peut-être que l'intervenant soit intéressant, il faut mettre en place un dispositif de teasing, donner véritablement envie, mais ça permet véritablement de justifier le temps passé à un événement et tout simplement après de mettre en place le dispositif promotionnel qui va bien. C'est important aussi de se dire, voilà, je vais aussi capitaliser sur les humains et sur mes collaborateurs. C'est ce qu'on appelle en fait l'employee advocacy, c'est-à-dire que tout simplement on va demander à ses collaborateurs de mettre en avant sa marque, hein. C'est ce que j'explique dans cet article-là sur l'employee advocacy, comment on va faire en sorte que les collaborateurs ici vont pousser les informations de l'entreprise, qui vont être véritablement des relais d'influence. Ça, c'est vraiment important parce que ça permet de capitaliser sur le pouvoir, par exemple, des managers, des commerciaux, de leur réseau naturel, leur réseau connu, leur réseau inconnu. Et moi, j'ai eu de très très bons résultats là-dessus au niveau du social selling. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter parce que ça donne une caisse de résonance. Et souvent, en fait, on peut voir que le pouvoir d'influence d'un commercial, un directeur commercial, un dirigeant est beaucoup plus important qu'une base de prospects, surtout que dans beaucoup d'entreprises en B2B, les prospects sont mal gérés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de CRM, et donc qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne crée dans le CRM ou dans le logiciel de contact que les prospects qui sont vraiment chauds, qui ont fait une demande de devis, etc., etc., et tous ceux qui ont juste fait une demande d'information, on les met jamais, ils restent dans les disques durs, ils restent dans les fichiers Excel, ils restent dans les cartes de visite qu'on a récoltées sur un salon, et ils ne sont jamais relancés. Or, dans le B2B, le process de vente peut être parfois très long, donc il faut au contraire animer régulièrement ces personnes-là. Voilà. On peut bien sûr automatiser ce système d'employé advocacy, hein, comme je le disais, hein, la société, les commerciaux et ensuite une diffusion avec des outils comme Social Dynamite ou Social Imap, hein, qui permettent de relayer de manière sélective un certain nombre d'informations avec un zeste d'humain. Encore une fois, le but c'est pas de robotiser puisque un compte LinkedIn, un compte Twitter, un compte Facebook qui est trop robotisé, ça finit par lasser. Les gens se disent non, il fait que de la promo et puis ils en ont marre. Voilà, au bout d'un moment, vous perdrez pertinence sur le sujet et ça manquera en fait de sens pour les gens qui vous suivent. Voilà, une bonne chose, moi que je recommande et que j'ai expliqué ici, hein, dans les à peu près une quinzaine de bonnes pratiques, hein, pour mettre en place l'employé advocacy dans son entreprise, et bien simplement de commencer par un petit concours en interne en récompensant les personnes qui ont partagé plus d'articles, par exemple lors d'un salon, pour un livre blanc, etc., sur 2-3 semaines, comme ça vous leur dites, voilà, celui qui aura fait le plus de tweets, qui aura fait le plus de partages sur Facebook, qui aura fait le plus de partages sur LinkedIn, gagne par exemple un coffret gourmand ou un truc comme ça. Je l'avais fait il y a 6 mois de ça. Ça a eu un succès relativement mitigé, hein, et je suis honnête là-dessus, parce que c'était la première fois, les gens n'étaient pas encore trop habitués, mais sincèrement, le deuxième a été beaucoup plus efficace, parce que les gens étaient habitués à utiliser ça. Il y a eu une première émulation, ils avaient vu lors du premier concours les cadeaux arriver, ils avaient vu des photos des gens qui avaient gagné des petits cadeaux, et puis ils se dit, ouais, moi aussi j'aimerais bien l'avoir, etc., etc. Voilà. Le dernier point, tout simplement, c'est d'utiliser les outils marketing de Facebook, hein. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de marques qui pensent encore que Facebook c'est que pour le B2C, que c'est une page Facebook uniquement. Or, en fait, Facebook App c'est vraiment un véritable outil. Moi, je dis que c'est vraiment une alternative parce que tout simplement parce qu'on va pouvoir faire du reciblage de ces adresses email. Par exemple, les gens qui sont désabonnés à votre newsletter, vous allez pouvoir les recibler sur LinkedIn, à condition bien sûr d'avoir des adresses personnelles, hein. C'est un petit peu le pendant. Mais
vous pouvez faire du reciblage des personnes qui ont visité votre site internet, vous pouvez créer des audiences similaires et bien sûr vous pouvez targeter selon par exemple tous les gens qui sont intéressés par je sais pas l'industrie automobile et qui ont comme poste directeur commercial ou directeur marketing. Et donc là tout de suite ça vous permet d'avoir une audience vraiment ciblée, de proposer directement un bonus, que ça peut être un livre blanc, ça peut être un web séminaire, etc., etc., pour ensuite bien sûr convertir. Voilà. Alors en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'on est dans le marketing B2B, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Si on est tout le temps dans sa zone de confort, on fait comme avant, on ronronne, et bien tout simplement, on va au contraire prendre un risque parce que tout simplement, on ne verra pas ce qui se passe aux alentours. C'est comme si on se baladait dans une forêt et on ne regarde pas que tout autour de soi, la forêt commence à brûler. Ça sent un petit peu le cramer, mais bon, voilà, on fait pas gaffe. Et puis tout d'un coup, on voit que la fumée est derrière et c'est trop tard. Donc en fait, être tranquille, être dans la routine, ne pas prendre de risques, ne pas changer un petit peu ses habitudes, ça devient risqué à l'heure de l'ubérisation. Donc en fait, il faut se dire que le marketing B2B se rapproche véritablement du B2C avec des outils qui sont proches, des méthodes qui sont proches, mais en même temps il faut capitaliser sur des spécificités qu'il n'y a pas en B2C. J'en ai parlé tout à l'heure, l'IP tracking est totalement interdit en B2C. Les réseaux sociaux professionnels, là également LinkedIn référence un annuaire qui est souvent intéressant, mais il y a également les bases de données comme Sparkline qui sont hyper intéressantes. Le challenge en fait c'est de choisir les bons outils, les bonnes méthodes et tout simplement bien traquer les résultats. Alors bien entendu, il n'y a pas qu'une seule méthode, hein. C'est pas tiens on va mettre en place des campagnes Facebook, tiens on va faire ceci, puis voilà ça va marcher. Il faut savoir ce qui est le plus pertinent et faire des tests, des tests, des tests, des tests, des tests, se remettre en cause et se dire ok je vais tester ceci, je vais mettre cela. Par exemple dans le domaine du CRM, il y a certains acteurs comme Salesforce qui dépensent, je crois que c'est au moins 25% de leurs revenus en marketing, alors qu'à l'extrême opposé vous avez un autre éditeur de CRM comme Zoho qui ne dépense quasiment rien en marketing, ils mettent tout dans le produit, tout dans le développement et dans le bouche à oreille. Donc en fait il faut tester, prendre des risques et ne pas hésiter à faire autre chose que comme d'habitude, tout en mesurant les résultats et en mettant en cause les idées reçues. Voilà. Donc à vous de jouer, j'espère que c'est cette idée pour tonifier, muscler, remuscler, booster votre plan marketing B2B vous auront bien plu et que vous allez vous aussi mettre en place des actions pour sortir de votre zone de confort et prendre des risques, comme le dit Seth Godin.